Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un rétex sur Cold Response 2. Oh, il y a un smoke screen, hein. T'as voulu me baiser pour le voir. Your rank, what is your rank? Rank? Yes, your rank, what is it? Arrache-le, vas-y. Maintenant. Il est mort. Il est mort. Il est mort. 40 parés. Alors cette année, j'ai eu la chance de participer à Cold Response 2, organisé par la Milsim Operator Society, donc le MOS, qui nous a organisé une grosse OP de 3 jours, très immersif dans le global. De toute façon, on va y revenir petit à petit. À savoir que moi, de base, je me suis inscrit avec un ami à moi, donc Teddy, qui se reconnaîtra. On a été intégré dans l'équipe de la Hexagone Milsim, que je remercie, qui sont des amis qu'on connaît depuis un moment, qui eux ont leur propre équipe, mais qui nous ont chaleureusement intégrés dans la leur pour ces 3 jours. Ce qui a fait qu'on faisait toutes les missions et corps avec eux. Donc ça a été très agréable d'être sous le commandement de Cheats, donc, qui est le squad leader de la HM. Maintenant, je vais énumérer point par point les points positifs et les quelques points négatifs qu'il y a eu sur cette OP. Les points positifs, la première, ça a été l'accueil par le MOS, qui a été très clair et simple. Quand on est arrivé, bon, nous on est arrivé assez tôt, on a été accueillis par Raptor, puis tout le reste de l'équipe évidemment, qui nous a expliqué où se placer. On a également rempli du coup les formulaires qu'on avait déjà pré-remplis. Au moment de cette inscription-là, on a reçu nos patchs qui ont été faits par Emblem Patch. Donc ça, c'est le patch OTAN. Donc on l'avait pour la plupart tous sur l'épaule. Les CCC, donc les côtés russes, etc., avaient le leur. Et ensuite, il y avait donc le patch de l'événement CR2. Lui, je ne l'ai pas forcément porté, j'avais pas trop envie de l'abîmer, c'est plus un patch collector, disons. Et on a eu droit aussi à une ration de 24 heures, du coup, qui était compris dans la PAF. Ensuite, il y a eu l'introduction dans l'immersion, qui pour moi a été très marquante.
Au début de l'OP, du coup, ça a commencé le vendredi soir. Une première partie de la garnison OTAN, du coup, est partie confronter les Russes, qui donc étaient rentrés sur la frontière lituanienne. Euh, Nous, pendant une bonne trentaine, quarantaine de minutes, on est resté, dans notre cas en colonne, dans le froid. C'est là où je me suis rendu compte que la boue gardait très très bien le froid sur les pieds. On a honnêtement eu froid, mais d'un côté on était chaud pour le départ. Ce fut long, mais d'un côté assez immersif parce que l'attente se faisait, mais du coup la pression montait un peu parce qu'on savait pas trop ce qui se passait. On voyait au loin des fusées éclairantes partir. Donc à chaque fois on le transmettait à la commandement, donc, du coup qui était Raptor, qui était le platoon leader. Et au bout d'une trentaine, quarantaine de minutes, on a l'ordre d'aller aider l'autre partie de la garnison qui était Misfit, je sais plus combien. Du coup, on est parti à pied, évidemment, donc en colonne de nuit. Et plus on se rapprochait, plus on entendait des bruits, des coups de feu, des grenades, des hommes qui criaient, évidemment. Et arrivé sur donc, le champ de bataille, on voyait des fusées éclairantes. Plus on s'est approché, plus forcément on était dans un brouhaha de guerre. Donc niveau immersion, c'était assez impressionnant. Et dans notre cas, nous, quand on a du coup progressé après avoir stabilisé l'arrière du front, disons, on était en lisière de forêt et il y a eu des magnifiques explosions que je vous mettrai du coup en image. Inbound. Ok, envoyez, envoyez, envoyez! Qui nous sont quasiment passés à 20 mètres au-dessus, quelque chose comme ça. Donc on avait eu la chance d'avoir un artificier qui nous faisait les explosions, etc. Et ça a renforcé énormément l'immersion. Donc je le remercie s'il passe par là. C'était super, super impressionnant de voir ces explosions-là, surtout le vendredi soir, donc la première action que nous lancions. L'introduction dans l'immersion, plus que réussite. Honnêtement, on avait l'impression d'être dans un film ou dans un jeu vidéo, peu importe, mais c'était génial et ça restera gravé. Ensuite, le roleplay, évidemment, c'est quelque chose qui est ultra marquant sur Cold Response. Tout le monde était à fond dans le roleplay, que ce soit de notre côté autant que ce soit sur la CCC en face. C'était ultra ultra immersif. Les gars du MOS aussi ont fait leur travail de leur côté. Mais honnêtement, tous les participants ont été roleplay du début jusqu'à la fin. Le trash talk dans tous les sens entre les OTAN et les Russes. Enfin, vraiment le côté roleplay a été collé du début à la fin. C'était génial. J'ai adoré ça. Et ça fait même bizarre après de retourner sur un terrain classique, disons, sans roleplay. Quand on a été habitué pendant 3 jours à du roleplay, à suivre notre squad leader au doigt et à l'œil, c'est très très immersif et c'est très prenant. Donc ça aussi, grosse réussite là-dessus. Tout le monde était très roleplay, au point qu'il y ait des Russes qui se calaient des grenades sous le dos quand ils étaient morts, ou qui faisaient semblant d'être morts, en soi on ne le saura pas vraiment. On avait une ambiance pesante tout le temps, constamment à cause des drones. Il y avait un drone côté russe du coup qui nous larguait des grenades. Donc ça, pareil, au niveau immersion et au niveau immersion et réalisme, on peut difficilement faire mieux. Donc au niveau roleplay, en tout cas, tout était rempli à 100%. Et c'était juste exceptionnel. Les objectifs de jeu ont été aussi importants, évidemment. Ça reste une OP d'Airsoft, il faut qu'on joue. Les objectifs en soi, pour la grande majorité du temps, étaient très clairs. C'était des objectifs très simples d'infanterie. On n'a pas joué de force spéciale, on a joué uniquement de l'infanterie. Donc, évidemment, des missions comme renforcer la ligne de front, aller récupérer par exemple une DCA. Enfin, c'était souvent des prises de points, des défenses de zone ou carrément l'attaque contre la tranchée russe, qui était, je pense, pour beaucoup la partie la plus intensive de l'OP. Il y avait aussi de récupérer des véhicules
comme le fameux char T55 que nous avons réussi d'ailleurs à récupérer, des choses comme ça qui ont été des objectifs assez simples, ludiques et clairs qui ont fait pareil, nous plonger dans l'immersion totale de l'infanterie qui suit le troupeau, disons. Ça se déplaçait jamais par 3 ou 4 packs, hein, c'était toujours des gros déplacements, qui est pour moi ultra réaliste. Donc, niveau objectif de jeu, ça a été totalement validé aussi sur ce point-là. Évidemment, comment parler de CR2 sans parler de pyrotechnie, les explosions à foison entre les grenades à fragmentation, que ce soit de la GH2, comme nos collègues de la HM vendent. Il y avait beaucoup de tagging, évidemment, qui sont quand même ultra réalistes. Il y avait du Pyrosoft, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai utilisé de la EG67, je crois. Donc, c'est les grenades de chez Nolaguet, qui ont très bien fait le travail aussi. Donc, déjà, il y avait toutes ces grenades-là qui ont été consommées en masse durant CR2. Il y avait également énormément de fumigènes, évidemment, sur des gros déplacements d'infanterie, sur des montées à l'assaut, sur des champs. Donc c'est plutôt essentiel au final d'avoir des fumigènes. Honnêtement, je pensais pas qu'on en utilisait autant. C'était une première pour moi de jouer une infanterie comme ça. Et honnêtement, les écrans de fumée sont ultra importants pour le jeu, tout simplement pour éviter de se faire découper. Et qu'est-ce qu'on a envoyé de la fumée, c'était super, c'était génial. Pareil, côté immersif, les fumigènes sont top. Il y avait également toutes les personnes qui ont utilisé des armes à blanc. Donc pour les joueurs, c'était uniquement les PA, donc beaucoup de Glock, de choses comme ça. Les orgas, donc Dusty par exemple, avait une VZ58 qui tirait à blanc. C'était incroyable aussi niveau immersion. On entendait des rafales de loin, etc. C'est top. L'ambiance sonore, en fait, avec la pyrotechnie est vraiment poussée. Et à contrario de ce que certains peuvent penser, il y a eu, je crois, aucun blessé par pyrotechnie. C'était pourtant, au niveau des grenades, il y en a eu énormément de lancés et aucun blessé. Donc, une franche réussite de ce côté-là. Et évidemment, un des points le plus marquants, disons, ça a été évidemment les véhicules, le fameux char, le T55, qui était juste impressionnant à voir en état de marche, en fonctionnement, le bruit, enfin tout. Comment faire plus immersif que de voir un char en infanterie, c'est juste incroyable. On a eu la chance d'être dessus pendant qu'il roulait. D'être monté sur ce char était vraiment très sympa. Au niveau de l'immersion, c'était top. Je vous mettrai de toute façon des images. Il y avait également deux camions de transport. Je crois que c'était un Ukrainien, si je dis pas de bêtises, et peut-être un Français ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais deux gros camions de transport, un plus gros que l'autre, mais deux camions de transport qui ont fait leur travail. Hein. Forcément, quand il faut déplacer des grosses troupes, évidemment, c'est plus rapide en camion. Donc voilà, niveau des véhicules, on avait pas mal de choses. On avait aussi de l'artillerie fixe qui participe aux objectifs, etc. Donc voilà, niveau véhicule, on était servi. Maintenant, les points négatifs, heureusement, j'en ai moins que les points positifs. Pour un avis personnel, en tout cas, j'en ai que deux. Ça a été le problème de la chaîne de commandement. Alors, en soi, c'est pas notre platoon, donc Raptor. Le problème, je ne pense pas, en tout cas, à mon humble avis d'un fantassin classique. Ça a été plutôt les squad leaders, je trouve, qui manquaient de squad leader, en fait, de sections bien définies. Nous, on a eu la chance, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance avec Teddy d'avoir été intégré dans la Hexagone Millsim, qui a été dirigée d'une main de maître par Tits. Donc, nous, c'était très clair, c'était notre 0-1, on se basait sur ses paroles à lui. Il nous a
il nous a complètement fait notre jeu. Il nous a guidés, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Il y en a eu beaucoup moins, heureusement. Mais il nous a guidés vraiment comme un squad leader. On se sentait toujours épaulé. Et j'ai eu, mais c'est pas forcément une impression, j'ai vu que par contre les autres équipes fonctionnaient pas vraiment comme ça. C'était un peu des électrons libres. En soi, sur une partie plus standard, c'est pas un souci. Mais sur une OP dite infanterie, pour moi, on est censé avoir plusieurs équipes avec chacun un squad leader. Et ces squad leaders-là sont briefés par le platoon. Pour moi, c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner pour tout le monde. Euh, dans le cas de CR2, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Alors en soi, moi, ça m'a pas vraiment, ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas vraiment affecté dans mon jeu. Mais je pense que l'immersion aurait été un peu plus poussée si tout le monde aurait fonctionné comme nous. Je pense que vraiment, même pendant le briefing, que tout le monde soit en colonne. Nous, on était en colonne, mais on était quasiment les seuls. Les déplacements, pareil, beaucoup ont été en troupeau, à part l'action de l'attaque de la tranchée derrière le char. C'est une des choses que j'aurais à déplorer, malheureusement, et je pense que ça peut être faisable par le MOS d'exiger ça, et ce serait totalement légitime sur peut-être un CR3. Ce serait vraiment top en tout cas. Je pense que ça peut être mis en place sans trop de difficultés, en tout cas je l'espère. C'est peut-être un des points à améliorer qui m'aurait le plus plu, de voir vraiment toutes des équipes sous l'ordre de leur squad leader. Voilà. Ça, et le deuxième point négatif qui est un peu touchy, mais c'est les toilettes de chantier. Simplement, des toilettes de chantier, ça aurait vraiment, comment dire, aidé au confort, même si on ne cherchait pas vraiment le confort en soi. Je me dis que on était, si je dis pas de bêtises, entre 50 et 60 bonhommes côté OTAN, pareil du côté russe, et on devait aller poser notre pêche dans la Pampa. Donc en soi, sur une situation réelle, disons, sans vraiment phobe, sans des choses comme ça, on est obligé de faire ça. En soi, on l'a fait et ça n'a pas été plus dérangeant que ça. Par contre, j'avoue que des toilettes de chantier auraient été un grand luxe que j'aurais fortement apprécié. Et il n'y a pas que moi d'ailleurs. Puis même au niveau du terrain, j'aurais trouvé ça peut-être mieux qu'on ait un endroit. Enfin voilà, ça paraît assez clair quand je le dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand tout le monde va poser sur la pêche, après c'est un champ de mine. Donc voilà. Ça, c'était un petit point à améliorer. Évidemment, les toilettes de chantier sont des frais, et ça, je peux tout à fait l'entendre. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de payer plus cher la PAF en sachant que c'est plus cher parce qu'il y a des toilettes de chantier à disposition. Je trouve ça totalement légitime en fait. Donc voilà, c'est peut-être un point à améliorer. Peut-être qu'il y aurait eu que moi, il y a peut-être que moi à qui ça a manqué. Je sais pas, mais en tout cas, c'est mon avis. Peut-être les gars de chez Moss à y réfléchir, pourquoi pas. Comme ça est présent, comme chez nos amis de chez Milsim West, qui, de ce que j'ai compris, eux, ont des toilettes de chantier, et c'est pas plus mal. Pour conclure, dans l'ensemble de mon point de vue, ça a été une énorme réussite. C'était une vraie première pour moi, une grosse OP Milsim comme ça. Le Milsim tout court, hein, ça a été vraiment une première pour moi. J'en ai pris plein les yeux du début jusqu'à la fin. L'ambiance générale, globale était super bonne. Que ce soit avec les gars du MOS qui ont été super sympas. On a vraiment bien rigolé avec tout le monde. Nos collègues autant, notamment la Charlie Team avec qui on a pas mal échangé, on a pas mal joué. Ça a été un vrai plaisir de jouer avec eux. Il y a plein d'autres équipes que je me souviens pas de leur nom qui ont été très agréables de jouer avec eux. L'immersion était top, le gameplay était top. Tout a été génial pour moi. J'en ai eu plein la tête et j'ai même eu du mal à revenir un peu à la routine après ça. Mais c'est un côté positif dans le sens où j'ai adoré et j'ai vraiment envie d'y retourner. J'avais vraiment l'impression que c'était pas fini en fait et que le week-end d'après on allait y retourner, mais non, malheureusement. Donc j'espère qu'il y aura un CR3 ou un assimilé et qu'on aura la chance de pouvoir y participer
parce que merci quoi, ça a été incroyable. J'ai rien d'autre à dire, juste merci, merci de nous avoir proposé quelque chose comme ça. Je pense que très peu de personnes dans le monde de l'airsoft a pu vivre des choses aussi immersives que ça. Euh, donc voilà, le MOS, je vous remercie infiniment pour ce que vous nous avez sorti là, c'était incroyable. Et j'espère que vous avez été contents des joueurs. Des joueurs que nous avons été des humbles fantassins. Voilà, donc pour le rétex, c'est passé. Maintenant, on va passer au matériel de combat que j'ai utilisé. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est couchage, etc. Donc, parce que c'est une tente, un duvet, un surduvet. N'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais ça vous intéresse. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit le truc qui soit le plus intéressant. Par contre, je vais vous parler de ce que j'avais sur moi tout au long de l'OP. Donc, on avait une des règles qui était imposée, c'est d'avoir toujours un sac sur nous. Également, ce qui était très important, c'est d'avoir un casque et un porte-plaque, parce que selon comment vous êtes équipé, vous avez un temps de réanimation plus ou moins long. Si je dis pas de bêtises, casque plus gilet, c'était 1 minute 40. Ouais, c'est ça, c'était 1 minute 40. Si vous y avez juste le porte-plaque, je crois que c'était 5 minutes. Et si vous avez aucun des deux, donc une attaque sur fob ou vous êtes allé poser une pêche sans aucun matériel et que malheureusement on vous est tombé dessus, je crois que c'est 8 ou 9 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir mon casque et mon porte-plaque, donc je sais que c'était 1 minute 40. Après pour le reste, je ne sais plus vraiment. Donc du coup, casque et porte-plaque quasi obligatoire si on ne veut pas pénaliser le reste de notre équipe et nous pénaliser à nous dans notre jeu. Parce que réanimer déjà 1 minute 40 c'est un peu long, mais d'un côté ça ajoute, ça nous a pas gêné dans le jeu, au contraire ça, ça pousse à faire des périmètres de sécurité et tout, donc ça c'est top. Par contre quand on commence à aller sur du 5 et 9 minutes c'est vraiment très long. Donc je vais vous montrer de la tête aux pieds ce que j'avais. Pour ce qui est du casque, c'est un casque type bump que j'ai depuis une éternité, que j'utilise tout le temps. Il est simplement équipé en fait d'un couvre-casque qui est en sorte de maille. Donc on le voit ici. Ça fait longtemps que je l'ai et j'ai simplement ajouté des modules en multicam que j'avais découpé dans un vieux pantalon. Le but était de casser la forme. Donc bon. C'était vraiment plus pour l'esthétique qu'autre chose parce qu'au final on avait des scotch bleus pour s'identifier comme autant. Évidemment du coup derrière j'avais le scotch bleu. Dessus c'est donc un strobe. Hop, un strobe qui peut s'allumer comme ça et qui peut passer en infrarouge, donc comme ici. On s'en est servi une fois sur une attaque de nuit. En petit comité qu'on a fait pour récupérer la DCA. Et moi qui n'ai pas de vision nocturne et mon collègue Teddy non plus, les gars qui nous accompagnaient, enfin les gars qu'on a accompagnés du coup, eux avaient des visions nocturnes et à un moment donné avaient besoin qu'on se signale. Donc grâce au strobe en infrarouge, ils ont pu nous démarquer par rapport aux ennemis. Après bon ça c'est patch de mon groupe sanguin, patch Texas. Et ensuite, là, c'est une repos de Princeton, donc qui fait rouge, vert. Est-ce que ça marche? Rouge, vert, voilà. Et après, quand on reste appuyé, ça vient éclairer assez bien. Ça, en gros, ça permettait de ne pas être dépendant d'une lampe frontale. Alors, j'en avais toujours une dans les poches, mais ça a été méga banger. Honnêtement, si vous en avez pas, sur des OP comme ça, c'est super important. Le rouge pour la lecture de cartes, les choses comme ça. Le vert éclairé un tout petit peu mieux. Je pense que ça permet de pas trop être détecté. Et c'est un bon compromis entre le blanc et le rouge, disons. Et ensuite le blanc, quand on peut se le permettre. C'était vraiment top. Ça fonctionne avec 2 CR123, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un montage type Wilcox en métal. Parce que j'avais une petite gêne 1+, que j'ai utilisé qu'une fois au final, mais voilà, c'est plus de l'esthétique. Donc voilà, le casque, simplement soit pour de la décoration, après bon, ça peut toujours servir, on sait jamais. Ça c'est quand même assez léger comme casque, et ça fait son taf.
Donc voilà pour le casque. La pièce maîtresse du coup, c'est évidemment mon porte-plaque. Donc là on est sur un AVS Emerson qui est simplement monté avec des cummerbund triple. Donc type on peut retrouver. Voilà. Alors il y a tout qui est rempli mais en gros on peut les voir là. J'ai pas le harnais malheureusement. Alors je l'avais pris d'occasion pour 3 fois rien. Je crois que je l'avais payé 40 €. Donc c'est vraiment pas très cher pour un AVS. À l'avant, hop, je vais remonter un peu. À l'avant, j'ai donc le porte-téléphone. Donc là, patch US, parce que nous, on s'était mis en US. Mais il y avait, enfin, deux moments où on était dans l'OTAN, en fait, on pouvait mettre des patchs OTAN. Mais nous, là, chez la HM, on était en US. Donc, une poche téléphone, simplement sur lequel je rangeais le téléphone, pour l'avoir en accès rapide. Au-dessus, là, vous voyez, j'ai la carte de CR2 avec le petit stylo pour faire des notes sur cette même carte. Là, j'ai du coup un PTT Baofeng qui sont des repros de PTT pour PRC. Pour la radio, une simple UV5R de chez Baofeng avec la grande batterie et une antenne fouet de 75, je crois. Donc ça m'a fait très bien le travail pendant toute l'OP. J'ai pas eu de soucis de com. L'avantage de ce PTT là, c'est que là, comme vous pouvez le voir ici, en gros je peux régler le volume directement. L'avantage c'est que quand on était pas trop proche du contact, ben, je le mettais à fond pour entendre plus clairement. Par contre, quand je savais qu'on se rapprochait, qu'on était en contact avec de l'adversaire, ben, à ce moment-là, je le descendais au minimum. Donc j'entendais très faiblement. Après, ça peut se régler d'un coup de doigt. Mais ça me permettait d'être moins facilement détecté par les adversaires. Ensuite, ici, poche type Kraï de chez OPS. Sur lequel, voilà, j'en ai plus, mais dans lequel je mettais ma fumée. Donc, les fumées que j'ai craquées, c'était là-dedans. Un peu plus de ce côté-là, poche fumigène sur lequel je mettais le télémètre laser. Voilà. Ça, au final, je l'ai utilisé que 2 fois, je crois. Par contre, l'avantage, c'est que vu qu'il zoome en 6 ou 7 fois, ben, je m'en servais aussi de monoculaire, juste pour regarder un peu plus loin qu'avec mon Elcan. Devant, donc, on a les 3 poches pour chargeur M4. Et encore devant, j'ai recollé des poches type Blue Force Gear en élastique, dans lequel je mettais ici donc le garrot et 2 autres chargeurs. Ça me faisait un apport de 5 mags sur le porte-plaque. J'en avais dans les poches du pantalon. J'ai un pantalon direct action sur lequel j'ai des poches M4. Et j'en avais aussi dans le sac à dos. On avait un apport de 10 chargeurs. Donc j'en avais 5 sur le gilet. Et des fois j'en mettais du coup au niveau du pantalon et du sac. Juste en dessous, j'ai une dangler de chez Viper. Elle m'a servi en fait en dump punch quand je savais qu'on allait taper. En général, je l'ouvrais pour éviter de perdre mes chargeurs surtout. Ça m'est arrivé de les jeter évidemment par terre quand on était sur des positions plus ou moins fixes. Mais par exemple pour l'attaque du char, j'étais bien content de l'avoir parce que du coup je les ai foutus dedans. Un peu plus derrière, là j'ai une poche fourre-tout. Au final, ça m'est arrivé par exemple sur des attaques ou des choses comme ça où on n'était pas obligé d'avoir le sac, de mettre de la munition supplémentaire. Donc pas forcément pour moi parce que c'est pas super accessible. Mais par contre, pour mettre des grenades, des chargeurs, tout ce qu'on veut pour les autres, ça sert pas mal. Ici, 2 poches pour M67. Je crois que c'est ça, c'est M67. Donc les grenades typées grenades US classiques. Moi, j'ai utilisé des grenades comme ça. Donc, je sais pas si c'est marqué dessus. Non. Donc voilà, c'est Enola Gay qui font ça. L'avantage, c'est que c'est les mêmes codes que les grenades US. Donc du coup, ça rentrait parfaitement dans mes poches. Et juste derrière, c'est une poche pour vision nocturne à la base. Vision nocturne Cry, je crois. Là, c'est une repro TMC.
Et dedans, j'ai un vrai kit soin pour le coup, dans une poche étanche pour toute la bobologie et un peu plus avec du bandage, des choses comme ça. Voilà. Et derrière, évidemment, rien, parce que j'avais le sac à dos, évidemment. Donc, si on met des trucs par-dessus, ben là, ça devient vraiment gênant. Donc, du coup, j'avais absolument rien mis. Et sur les épaules, comme vous pouvez le voir, je les ai toujours pas enlevé. C'est du coup les scotch bleus d'identification côté OTAN. Et je crois que c'était bleu et jaune, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pour rigidifier tout ça, moi j'ai des plaques 3A, NX3A. Bon, ça c'est pas vraiment nécessaire. Moi je les avais, enfin je les utilise tout le temps quand je joue. Donc du coup je les ai laissés. Ça va pas plus gêner que ça en soi. Certes ça rajoute un peu de poids mais c'est pas super lourd non plus. Donc voilà pour le porte-plaque. Pour ce qui est du coup des habits, en haut j'avais un combat shirt Condor. Pour le pantalon du coup c'était un pantalon direct action Vanguard qui est vraiment top. Je l'ai pas là sous la main mais honnêtement il est vraiment très sympa. Il y a de l'élastique un peu de partout pour le confort, renforcé sur les genoux etc. Et surtout les poches à l'avant dans lesquelles on peut y foutre des chargeurs M4 et ça c'était top parce que je les ai vraiment utilisés et c'est vraiment, vraiment ergonomique donc ça rien à dire. Au niveau des chaussures, j'avais de la Loa Zephyr. J'ai pas mal de chaussures mais Loa je pense c'est celles qui tiennent peut-être le mieux au niveau chaleur donc je suis parti là-dessus. Couplé avec ça, des bonnes guêtres que j'ai pris. Donc, c'est des guêtres sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. Alors, le truc, c'est qu'elles sont vachement épaisses. En fait, elles sont toilées dedans. Voilà, on l'entend de toute façon que c'est épais. Voilà. L'avantage, du coup, c'est que j'avais pas peur de les déchirer dans les ronces, etc. Il y a une fermeture, du coup, par scratch sur l'avant avec 2 boutons de pression. Vous avez un système de serrage en haut. Ça, les guêtres. Les gars, si un jour vous partez sur des terrains boueux, prenez des guêtres. C'est ultra important. Nous, on est passé par des rivières où les guêtres m'ont gardé jusqu'au mollet au sec. Donc, c'est vraiment impressionnant. La boue rentrait pas, il n'y a rien qui rentrait dans les chaussures. Donc ça, les guêtres, vraiment à pas sous-estimer. Tous les gars de la H&M, eux, avaient les guêtres Soloniac, qui ont très très bien fait le travail aussi. Donc, qui sont un peu moins chers que celles-ci. Donc à vous de voir. Mais surtout, jamais sous-estimer les guêtres. C'est super important. Ça a été vraiment un méga banger. Là, je l'ai sous la main. Mon sac à dos, donc sac de combat que j'ai utilisé, c'est un sac de marque Ares que j'ai acheté chez Stock US à Lunel. C'est un super bon sac. Alors, de tête, j'ai plus le litrage. Je crois que ça doit être du 30 ou 35. Donc, c'est pas énorme, mais au final, il était bien rempli. Dans la poche principale, veste de pluie, bouteille d'eau d'1,5 litre, ration de combat. Je suis parti avec de la MRE de 12 heures et j'avais toujours une MRE 12 heures dans le sac. Veste de pluie, c'était une Columbia. Et ensuite, sur les côtés, donc vous avez 2 poches de chaque côté, il y avait du chargeur M4. À l'avant, de la frag supplémentaire. En haut, j'avais mis les lingettes pour aller poser sa pêche et avoir le cul propre. Et ensuite, à l'avant, donc ici, vous avez pas mal de rangements. J'avais mis du chargeur M4, de la petite bricole, des mouchoirs, du Cialume, des chaufferettes, enfin, tout le petit matériel qui pouvait se ranger en fait là-dedans. Donc ça, pareil, c'était vraiment très très sympa. Franchement, le sac est pas trop gros au niveau du dos, donc il venait vraiment se mettre sur la plaque de l'ABS. Il m'a pas du tout gêné, il était très bien. Vous avez une sangle de maintien au niveau du torse que je clipsais à chaque fois et ça bouge pas. Donc ça, pareil, très bon sac et je crois pas que c'est hors de prix. Ça doit être une 50 ou 60 d'euros, grand maximum. Peut-être voir d'occasion même, je pense qu'on peut le trouver pour moins cher. Ensuite, pour ce qui est de l'armement, j'avais ma fidèle FSP. Je ne l'ai pas nettoyée, ça se voit. Elle est toute crade, mais
Elle m'a tenu le coup pendant ces 3 jours. Alors, cet FSP là, je l'ai acheté d'occasion il y a 6 ou 7 mois. En gros, c'est un mélange d'un peu de tout. Vous avez un corps MEP15. Voilà, corps MEP15. Donc c'est King Arms qui faisait ça à l'époque, si je dis pas de bêtises. Un tube de cross que j'ai acheté je ne sais plus où. Une repro de Magpul, de CTR Magpul. Une poignée type Magpul MOE de chez PTS. Garde-main FSP Omega de chez Madbull. Dessus, un PEC dessinateur laser et lampe totalement fonctionnelle, couplé avec une M3X de chez Element et un double switch Element également. L'optique Spectre JR repro évidemment, j'ai pas 6000 € à claquer dans un Spectre. Qui possède le rétroéclairage, mais je ne l'ai jamais utilisé. En x4, le x1 est pété, donc voilà. Couplé avec une repro de Dr Sight qui a vraiment fait le travail de nuit surtout. L'Elcan, franchement, si je l'aurais pas eu, ça m'aurait vraiment fait chier parce que pour voir de loin, c'est essentiel. C'était un x4, honnêtement, pour compter les packs, prendre du renseignement, etc. C'était super ergonomique en fait d'avoir ça. Alors certes le poids est un peu plus conséquent, mais par contre il n'y a rien à dire. Dedans Titan, 13.1 SHS, etc. Donc ça tournait du feu de Dieu. Je l'avais fait réviser par Alpha Airsoft, donc qui est une boutique sur Montpellier et qui a aussi une boutique sur Toulouse, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, quand je suis parti, je suis parti assez serein, tout fonctionnait et tout a fonctionné impeccable. Donc ça là-dessus, rien à dire, tout est bien boueux. Le cache-flamme s'est retrouvé un paquet de fois tanké dans la terre. Mais j'ai pas eu de problème là-dessus, il faudrait peut-être que je lui fasse un petit nettoyage. Pareil. Et pour la sangle évidemment, mat de poing classique, c'est une repro Ferro. J'en ai terminé pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé dans tous les sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur l'OP ou sur mon matériel. J'essaierai d'y répondre si elles sont pertinentes. Et puis je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.